suis posé cette question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir autrement, commencer à construire avec le vivant. J'ai imaginé appeler ça l'archiborescence, l'architecture qui fonctionne comme une arborescence, quelque chose qui pousse, qui se développe grâce au soleil, à l'eau de pluie, aux nutriments qui se trouvent dans le sol. C'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau qu'un arbre. On prend une petite graine, on la jette par terre, on revient quelques dizaines d'années après, on a une structure géante qui s'est créée uniquement avec ce qu'elle a pris dans l'environnement. Et si en plus on l'utilise en tant que structure pour nos habitations, on a quelque chose de formidable parce que cette structure, elle ne nous a rien coûté. Au contraire, elle a absorbé le CO2 qui est un de nos gros problèmes planétaires actuellement. Nous, on travaille sur la suspension du jugement, on travaille sur la suspension du cynisme, parce qu'on est très cynique quand même, et ça va très vite. Et on travaille aussi sur la gestion des peurs. Ça, c'est les 3 ennemis de l'intelligence collective et de toute démarche expérimentale sous la forme de la collaboration. Il y a un des fondamentaux dans l'intelligence collective, c'est attendez-vous à être surpris. C'est couper la routine. Quand on est innovant, c'est qu'on accepte que de temps en temps, il y ait des ruptures dans notre quotidien. Donc il faut apprendre à accueillir le changement. Le principal impact d'Internet sur la société est lié au fait qu'il change la structure des relations entre êtres humains. Depuis qu'on communique de manière électronique, on est en contact avec beaucoup plus de monde, pas forcément proche géographiquement. Et donc on crée un réseau qui est beaucoup plus maillé, où on parle avec beaucoup plus de gens, de beaucoup plus de sujets différents, et un réseau qui est à plat, qui est sans intermédiaire. C'est la connexion entre les objets qui fait la valeur, c'est la connexion entre les connaissances qui fait la valeur. Les Anglais ont ces 2 termes qui est le home, home sweet home, donc cette bulle circulaire home sweet home, et le housing qui est l'enveloppe matérielle. On vit une époque où on va favoriser de manière un peu erronée le housing sur le home. Pour habiter, au sens plein du terme, il faut maîtriser non seulement son lieu de vie et son environnement, mais le maîtriser dans un projet personnel, c'est-à-dire que l'habitat soit en lien avec la manière dont on envisage sa vie. Le biomimétisme, c'est vraiment, en 3 mots, c'est s'inspirer du vivant pour être durable. Donc l'idée, c'est que dès qu'on a un problème en durabilité, on va voir dans le vivant quelles espèces ont été confrontées au même problème et comment elles s'en sont tirées pour trouver des solutions. Les matériaux, là, il y a une vraie révolution à faire grâce au biomimétisme, puisque par définition dans le vivant, on construit à température ambiante, à pression ambiante et sans solvant toxique, c'est-à-dire à peu près le contraire de notre pétrochimie à nous, qui est la chimie dominante. Ça, c'est un très vieux panneau solaire, 300 millions d'années, ça c'en est un très récent, 30 millions, et donc les nôtres sont infiniment récents. Et les nôtres, on les fait en silicium, qui est une chimie qui demande de nouveau de la haute température, du recyclage pas très simple, alors que le vivant le fait avec du carbone, une chimie basée sur le carbone, qui est complètement recyclable. On a déjà des panneaux photovoltaïques semi-organiques et on va vers l'organique complet. On a construit un concept qui est un concept de vivre ensemble où on crée des grands appartements. Il y a 6 studios de 30 mètres carrés pour 6 personnes handicapées et puis 4 studios pour des jeunes à qui on propose de venir faire une année. Et c'est dans ce dialogue entre les personnes qui souffrent et ceux qui sont autour qu'on peut construire comme ça une société plus fraternelle, une société plus juste. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en général, ces réponses sont sanctionner positivement sur le plan économique. C'est-à-dire que ça crée des vrais relais de croissance.
C'est un monde dans lequel, si vous voulez savoir ce que vaut un produit, vous ne demandez pas au marchand, vous demandez à quelqu'un qui s'en est servi. It's just a restless feeling by my side. Ce qui a de la valeur, c'est ce que produit le groupe. Et il se trouve que ce que produit le groupe peut générer du business autour. Mais il faut protéger ce que produit le groupe. Parce que c'est ça qui fera émerger des passionnés, parce que c'est ça qui fera... Enfin, c'est là qu'est la valeur du réseau. Et ça a une valeur sociale très forte. L'exemple le plus simple à comprendre là-dedans, c'est ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le printemps arabe. Les dictatures qui étaient en place dans ces pays-là avaient tout à fait appris à verrouiller et contrôler la télévision, l'écrit, les journaux, etc. C'était parfaitement maîtrisé. Par contre, ils n'ont pas compris comment contrôler la communication interpersonnelle qui a lieu sur un réseau. On est en train d'étudier un certain nombre d'outils qui peuvent faire émerger le bonheur intérieur brut, individuel et collectif d'une organisation. Et donc on va arriver à créer des nouvelles formes de mesures qui prennent en considération le « et » et pas le « ou ». On est vraiment dans le « et », individuel et collectif, local et global, jeune et personnes expérimentées, etc., etc. Mon travail est celui de proposer une autre réalité, c'est ouvrir les perspectives vers un autre possible. Je pense que ce qui nous manque, ce sont des images, des idées, quelque chose qui nous donnerait envie réellement d'aller vers cette autre chose. Les innovations sont souvent des petites révolutions qui passent inaperçues. Qui sont très volatiles. Une fois qu'elles se sont installées, elles sont innovantes parce que justement elles sont appropriées très vite. C'est le vécu qui va marcher. En fait, ce n'est pas les théories qui marchent dans l'organisation vivante, c'est vivre les choses. Je pense que le biomimétisme a un énorme potentiel sur cette transition dont on a besoin vers la durabilité. Ça nous remet simplement dans notre position nous-mêmes d'espèces vivantes parmi les autres espèces vivantes et c'est valable aussi à l'échelle de toute la biosphère. Je pense que le monde de demain ne sera pas un monde triste, ne sera pas un monde où on sera en pénurie, mais c'est un monde à réinventer. Les solutions sont là, elles sont à portée de notre main. Il faut peut-être ouvrir les yeux, regarder, expérimenter, voir. La cité dans 100 ans, ce n'est pas dans 100 ans qu'on la pensera, c'est maintenant. L'effet réseau va continuer à se diffuser dans la société et ça, ce n'est pas une diffusion informatique. C'est une diffusion qui est beaucoup plus en rapport avec la diffusion des cultures, avec les évolutions de la société. L'évolution de la société, elle se fait au rythme des êtres humains. Dans 10 ans, le monde il sera de celui qu'on a construit. Il ne sera pas un monde vers lequel on va fatalement et sans rien pouvoir contrôler. C'est extrêmement important de se redire ça. Le monde il sera celui qu'on construit jour après jour. Je pense que les utopies de demain, on peut les construire aujourd'hui, mais surtout pas en se disant qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas, en faisant l'hypothèse que tout est possible. Le possible n'est pas que ce qui est, il y a d'autres voies. Et ces autres voies, il est peut-être temps d'en parler. Il faut s'appuyer sur des gens moteurs. Et les gens moteurs, ce sont des gens qui sont authentiques. Nelson Mandela, grand leader sud-africain, dans son discours d'investiture, a eu cette phrase somptueuse. 27 ans de prison. Hein. Il a refusé de se venger, il est élu président de la République. Il s'adresse à son pays et puis derrière ça à l'humanité, il dit « L'être humain est fait pour faire grand ». Donc chacun de nous, on est fait pour faire grand, mais c'est sa propre peur de lui-même qui l'amène à faire petit.